Et si une seule phrase prononcée dans la bonne langue, au bon moment, pouvait faire s'effondrer un empire de 500 millions d'euros. Dans une salle à manger privée, perchée au sommet d'une tour étincelante de la Défense, là où se noient les accords les plus secrets de Paris, un titan de l'industrie s'apprête à conclure l'affaire de sa vie. Dominique Sterling fait glisser un document sur la table de bois précieux vers ses investisseurs japonais. Un sourire confiant flotte sur ses lèvres, tandis qu'il explique la dernière clause, une simple formalité. Mais au moment précis où le stylo touche presque le papier, une voix douce, venue d'un coin de la salle, fend l'air. C'est la serveuse, une jeune femme, chargée de remplir les verres. Et dans un japonais parfait, elle prononce 5 mots qui déclenchent un incendie. Ce n'est pas ce qui est écrit. L'atmosphère dans le salon privé du ciel de Paris, suspendu au 56e étage de la tour Montparnasse et dominant les lumières scintillantes de la capitale, était saturée, non pas de l'odeur âcre des billets neufs, mais du parfum plus subtil du pouvoir, un mélange de cuir patiné de parfums français, hors de prix, et d'une légère effluve d'huile de truffe provenant des amuse-bouches intactes. Maya Rodriguez connaissait bien cette fragrance. Depuis 8 mois, elle baignait dans ce décor rappel constant d'un univers qu'elle servait sans jamais pouvoir y appartenir. Ce soir-là, l'air vibrait presque d'électricité. L'invité d'honneur était Dominique Sterling, le PDG charismatique d'Origin Innovations, un homme dont le visage ornait les couvertures des magazines, célébré comme le visionnaire qui apportait au monde une énergie propre et durable. Son sourire était une arme, sa poignée de main, un contrat. Ce soir, il utilisait les 2 à plein régime pour séduire ses invités, un trio d'exécutifs de la Tanaka Corporation, conglomérat tokyoïte réputé pour ses investissements colossaux et prudents. À la tête de leur délégation se tenait M. Kenji Tanaka, un sexagénaire, au visage serein comme un jardin zen, et aux yeux perçants tels ceux d'un faucon. Ses 2 plus jeunes associés, messieurs Ito et Yamamoto, écoutaient avec la plus grande attention, tandis que Sterling, par l'intermédiaire de son interprète, brossait un tableau grandiose de l'avenir. Le projet Hélios en Provence, messieurs, n'est pas qu'un simple parc solaire, dit Sterling de sa voix de baryton, qui imposait l'écoute. C'est un véritable changement de paradigme. Notre technologie brevetée de stockage d'énergie va révolutionner le réseau. Votre investissement de 500 millions d'euros n'est pas seulement une part de capital, c'est la clé qui ouvre une industrie à 1000 milliards. Maya se déplaçait silencieusement autour de la table, remplissant les verres d'eau avec une grâce si rodée qu'elle en devenait invisible. Sa tenue, une robe noire simple et un tablier blanc impeccable, était un manteau d'anonymat. Pour ces hommes, elle faisait partie du décor. Ils ignoraient qu'elle avait étudié 4 ans à l'université de Kyoto grâce à une bourse linguistique complète, qu'elle lisait et écrivait les 3 systèmes d'écriture japonaise et qu'elle avait autrefois rêvé d'être interprète à l'ONU avant que la faillite de sa famille ne la ramène à Paris dans une vie de service. Elle écoutait d'une oreille en travaillant. L'interprète, un homme trop à l'étroit dans son costume bon marché, traduisait le discours de Sterling en un japonais formel, quoique un peu raide. Monsieur Tanaka hochait la tête, posant des questions pointues sur les ratios d'efficacité et les coûts de maintenance à long terme que l'interprète retransmettait ensuite à Sterling. Le plat principal fut servi, puis disparaît, coquille Saint-Jacques saisie et bœuf charolais aux truffes, valant bien plus que le salaire hebdomadaire de Maya. Enfin, alors que les desserts étaient desservis, l'assistant personnel de Sterling, un jeune homme nerveux nommé Pierre, entra et posa devant son patron
une unique chemise reliée de cuir. Le grand moment. « Messieurs, » annonça Sterling en élargissant son sourire, « voici l'accord final. Tout ce dont nous avons parlé, toutes les projections, toutes les garanties désormais solidifiées. » Il ouvrit le dossier et le fit glisser vers M. Tanaka. Le contrat est rédigé en français et en japonais. Nos équipes y travaillant depuis des semaines. Tanaka et ses collègues se penchèrent aussitôt le visage sérieux pour lire la version japonaise sur la page de droite. Maya, en débarrassant les dernières assiettes près de M. Yamamoto, laissa malgré elle son regard tomber sur le document. Le texte dense, saturé de kanji juridiques, lui sauta aux yeux. Une clause particulière dans l'addendum final, section C, paragraphe 4, attira son attention. Sterling, toujours showman, décida de commenter la scène finale. La clause C n'est qu'un simple transfert de responsabilité. Elle stipule qu'une fois l'accord signé, Origen assume tout le contrôle opérationnel et bien entendu tous les bénéfices générés par le projet Helios à partir d'aujourd'hui. Une formalité, vraiment. L'interprète transmit docilement ces mots, en japonais. La clause finale, section C, n'est qu'un transfert standard de responsabilité. Elle indique naturellement qu'Origen assumera l'ensemble du contrôle opérationnel. Mais Maya venait de lire la clause. Son cœur se mit à battre si fort contre sa poitrine qu'il résonnait comme un tambour affolé dans la salle silencieuse. Son esprit s'emballait, relisant les caractères complexes certaines qu'elle devait se tromper. Mais non. M. Tanaka hocha lentement la tête, sa main, se tendant vers le stylo plume ouvragé posé à côté du dossier. Il semblait satisfait. Voilà le moment un contrat de 500 millions d'euros allait être signé sur un mensonge. Un froid effroi envahit Maya. Ce n'était pas son affaire. Son travail consistait à verser de l'eau, à débarrasser les assiettes et à dire « bon appétit ». Intervenir serait un suicide professionnel. Elle serait renvoyée sur le champ, mise sur liste noire de tous les établissements de luxe de Paris. Elle pouvait tout perdre, ce qui, pensa-t-elle avec un rire amer, n'était pas grand-chose. Mais alors, songea-t-elle à son père petit entrepreneur, ruiné par un homme, exactement comme Sterling, qui avait utilisé des contrats trompeurs et une langue de velours pour lui soutirer toutes ses économies. Ce souvenir brûlait dans son ventre comme une braise ardente. M. Tanaka ôta le capuchon de son stylo. Le petit clic résonna dans la pièce figée. Tout l'entraînement, l'instinct, la peur de Maya lui criaient de se taire. Mais les mots étaient déjà sur sa langue, prêts à jaillir. Elle fit un demi-pas en avant, ses jointures blanchies, serrant la carafe vide. Sa voix fut douce, mais trancha l'atmosphère, chargée comme une lame. Elle parla en japonais, formel, parfait. Sénat. Les trois Japonais se figèrent. La main de M. Tanaka, tenant le stylo, resta suspendue à quelques millimètres du papier. Sterling et son interprète levèrent la tête, déconcertés par l'interruption. Le sourire de Sterling vacilla, remplacé par un éclat d'agacement. Qui était donc cette serveuse pour oser parler sans y être invitée? M. Ito tourna lentement la tête vers elle, les yeux écarquillés d'incrédulité. Il demanda en japonais. « Qu'avez-vous dit ?» Le cœur de Maya battait à tout rompre, mais sa voix désormais était ferme, imprégnée d'une assurance qui la surprenait elle-même. Elle fixa directement M. Tanaka, ignorant l'orage qui se formait sur le visage de Dominique Sterling. « J'ai dit, » reprit-elle en japonais, « impeccable, toutes mes excuses, Monsieur Tanaka. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. » Silence. Pas le calme confortable d'un repas terminé, mais un silence cassant, étouffant, qui s'étira comme une éternité.
6 paires d'yeux étaient rivés sur Maya. Ceux de Sterling passèrent de la confusion à une fureur glaciale. Ceux de Tanaka, eux, se plissaient non pas de colère, mais d'une curiosité intense et troublante. Ce fut Dominique Sterling qui rompit le charme. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» lâcha-t-il sèchement, se tournant vers son interprète. « Qu'a-t-elle dit ?» L'interprète pâle et désemparé balbutia. Elle leur a parlé en japonais. « Monsieur, je ne... » Monsieur Tanaka l'ignora complètement. Son regard resta fixé sur Maya. D'un ton calme mesuré, il lui posa une question dans sa langue maternelle. « Anatani, Oimashitaka. » Qu'avez-vous lu exactement? Maya n'eut pas le temps de répondre. Sterling abattit sa paume sur la table dans un claquement sec qui fit sursauter tout le monde. « Pierre, qu'on la sorte d'ici, tout de suite. »« Je suis désolé, messieurs, une employée mécontente. Nous avons la sécurité pour ça. » Pierre. L'assistant s'avança précipitamment, le visage masqué par la panique. « Mademoiselle, il faut me suivre maintenant. » Mais Maya tint bon. Toute la peur qui lui nouait l'estomac s'était cristallisée en une résolution glaciale. Elle avait déjà sauté dans le vide. Autant voir où elle atterrirait. Le texte dit, déclara Maya toujours en japonais, et pointant d'un doigt tremblant, le document qu'en signant la société Tanaka assume toutes les dettes et responsabilités liées à l'infrastructure du projet Helios, rétroactivement depuis son lancement, et qu'Origin Innovations est indemnisé de toute défaillance structurelle ou financière préexistante. Elle marqua une pause, puis porta le coup fatal. Cela transfère tous les risques sur vous et aucune des garanties de bénéfice qu'a mentionné Sterling. Un souffle collectif d'indignation jaillit de la délégation japonaise. M. Yamamoto arracha le document et lut la clause à voix haute, sa voix tremblante de colère. C'était exactement comme Maya l'avait dit. Le langage était dense, enveloppé de jargon juridique, mais le sens ne laissait aucun doute. Ce n'était pas un simple transfert de responsabilité. C'était une pilule empoisonnée. Le visage de Sterling avait perdu toute couleur. Il n'avait pas besoin de comprendre le japonais pour lire l'horreur et la fureur sur les visages de ses investisseurs. Il fusilla Maya du regard, ses yeux promettant un monde de douleur. « Vous êtes renvoyé !» siffla-t-il en anglais sa voix basse et venimeuse. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. » Monsieur Tanaka se leva lentement de sa chaise, son calme royal, désormais remplacé par un mépris glacé. Les mains jointes derrière le dos, il adressa à Dominique Sterling un regard capable de geler le feu. « Monsieur Sterling, » dit-il d'une voix dangereusement douce. Son interprète en sueur s'empressa de traduire. « Il semble que notre compréhension de ce partenariat ait été fondamentalement erronée. Nous retirons notre offre. Cette réunion est terminée. » Sans un mot de plus, M. Tanaka et ses collègues se levèrent et marchèrent vers la porte, s'inclinant brièvement devant Maya en passant. C'était un geste de profond respect, un geste qui signait l'arrêt de mort social et financier de Dominique Sterling dans cette salle. Au moment où la porte se referma derrière eux dans un déclic sec, le masque de contrôle de Sterling se fissura. Il balaya violemment la table de son bras, en voyant valser verres en cristal, couverts en argent, et contrats de 500 millions d'euros qui s'écrasèrent au sol. Pierre hurla-t-il, le visage pourpre de rage. « Amène la sécurité, fais-la disparaître de ma vue, et appelle Gavin Price tout de suite. » 2 agents de sécurité massifs surgirent et saisirent Maya par les bras. Leurs poignes brutales lui laissèrent des marques. Tandis qu'il la traînait hors de la pièce, ses yeux croisèrent une dernière fois ceux de Sterling. Le regard qu'il lui lança n'était pas seulement de la colère, c'était une promesse.
la promesse que tout cela était loin d'être terminé. Elle fut escortée de force à travers les cuisines animées, sous les regards stupéfaits de ses collègues, avant d'être poussée sans ménagement par une porte arrière dans la nuit froide et humide de Paris. La porte claqua derrière elle, le verrou s'enclenchant, avec une finalité implacable. Elle resta un instant immobile, son uniforme léger, incapable de la protéger, du vent mordant l'odeur de pluie et d'ordures emplissant ses poumons. Son sac, son téléphone, ses clés étaient restés à l'intérieur. Elle venait de sauver une entreprise d'une escroquerie de 500 millions d'euros. Et tout ce qu'elle avait en retour, c'était l'ombre menaçante d'un milliardaire ruiné et la très réelle possibilité d'avoir détruit sa propre vie. Seule dans la ruelle, l'adrénaline retomba remplacée par une peur profonde, viscérale. Qu'avait-elle fait? La réponse se trouvait 4 ans en arrière, dans une petite maison traditionnelle de bois à Kyoto. Maya avait été l'étoile du programme d'échange de son université. Sa maîtrise du japonais était si naturelle qu'elle en rêvait parfois. Elle vivait chez une famille d'accueil, les Nakamura, qui l'avaient traitée comme leur propre fille. Monsieur Nakamura, maître calligraphe, lui avait enseigné l'art du trait, la nuance et l'âme derrière chaque caractère kanji. Un seul coup de pinceau, Maya disait-il en suspendant son pinceau au-dessus du papier de riz délicat, peut changer le sens de tout. Il peut transformer une promesse en mensonge. Sa vie d'alors était un rêve ensoleillé. Son avenir s'annonçait radieux, avec des offres des meilleures agences de traduction déjà sur la table. Puis vint l'appel de sa famille. L'entreprise de fourniture de construction de son père, bâtie de ses mains pendant 30 ans, avait fait faillite. Un grand promoteur, beau parleur, au sourire éclatant et au contrat blindé, l'avait attiré dans un projet colossal pour ensuite l'enterrer sous des clauses modifiées et des délais impossibles. Contraint au défaut de paiement, il avait vu ses actifs rachetés pour une bouchée de pain. Le stress lui avait causé une crise cardiaque. Son père avait survécu, mais son esprit, tout comme les finances familiales, avait été brisé. Maya avait alors abandonné ses rêves et était rentrée à Paris. La jeune femme qui avait autrefois débattu de politique internationale en japonais, courant se retrouvait à débarrasser les assiettes d'hommes qui ne daignaient même pas croiser son regard. Le fantôme de Kyoto de la vie qu'elle aurait dû mener la hantait à chaque service jusqu'à ce soir. Tremblante dans cette ruelle, Maya comprit enfin la leçon de M. Nakamura. Quelques traits de plume pouvaient transformer une promesse en mensonge. Ce soir-là, elle avait été celle qu'il avait vue et elle avait osé parler. Le fantôme de la ruine de son père lui avait donné le courage et le fantôme de Kyoto lui avait donné les mots. Elle ignorait de quoi Dominique Sterling était capable, mais en croisant ses bras autour d'elle-même, une petite étincelle de défi s'alluma en elle. Elle n'était plus seulement une serveuse. Les 24 heures suivantes furent un brouillard de peur et de désorientation, après une marche humiliante jusqu'à l'appartement d'une amie pour emprunter un téléphone et prévenir sa colocataire. Maya regagna enfin son minuscule studio de Belleville. Dormir était impossible. Chaque craquement du vieil immeuble, chaque sirène, au loin lui envoyait un sursaut de panique. Le visage de Sterling déformé par la rage était gravé dans sa mémoire. Le lendemain après-midi, son téléphone vibra. Un message de son ancien directeur au restaurant. Le ciel de Paris. Vos effets personnels sont dans une boîte à l'entrée de service. Ne revenez pas à l'intérieur. Ne contactez plus personne, ici. Un second texto suivit une alerte d'agence de presse. Origin, Innovations et Tanaka Corp. Accord suspendu pour malentendu culturel
annonçait Sterling, malentendu culturel. Cette novlangue corporate fade, et aseptisée, la fit vomir de dégoût. Il voulait étouffer l'affaire, lisser les angles. Mais l'accord n'était pas mort seulement en pause. Sterling se battait encore, ce qui signifiait qu'il la considérait toujours comme une menace. 2 jours plus tard, on frappa à la porte de son appartement. Ce n'était pas la police, ni un huissier. C'était un homme qui semblait sculpté dans le granit poli et la laine sur mesure. La cinquantaine approchante, les tempes grisonnantes, un costume impeccable, un sourire mince et exsangue. « Mademoiselle Rodriguez » dit-il d'une voix aussi lisse et glaciale qu'un galet de rivière. « Je m'appelle Gavin Price, je suis l'avocat de Monsieur Sterling. » Le sang de Maya se glaça. C'était l'homme qu'avait appelé Sterling le nettoyeur. « Je n'ai rien à vous dire. » Elle tenta de refermer la porte, mais il glissa une chaussure de cuir lustrée pour la bloquer. « Je pense que si, » répondit Price, son sourire immobile. Il ne la bousculait pas, mais la pression silencieuse était plus menaçante qu'une poussée. « Puis-je entrer ? Il serait dommage de discuter de votre avenir sur un palier public. » À contre-cœur, elle le laissa passer. Il observa son petit appartement encombré, avec un léger dédain, avant de s'installer sur le vieux canapé, comme s'il craignait d'y être contaminé. « Allons droit au but, mademoiselle Rodriguez. Vous avez créé à mon client un désagrément considérable, un désagrément très coûteux. Votre client est un menteur et un voleur, » rétorqua Maya, sa peur la rendant téméraire. Price ricana, un son sec, sans humour. Des mots. Dans notre monde, cela s'appelle une négociation agressive. Vous, en revanche, vous vous êtes livré à ce qui pourrait être qualifié d'entrave délictueuse, sans parler de la violation d'une douzaine de clauses de confidentialité dans votre contrat de travail. Je n'ai signé aucun contrat m'obligeant à laisser votre patron dépouiller des gens sous mes yeux. C'est là où vous vous trompez, répondit Price, en se penchant vers elle. Vous n'avez aucune tribune, aucune crédibilité. Vous êtes une serveuse. Il est Dominique Sterling. Qui pensez-vous que le monde croira? Il peut passer 10 ans à vous enterrer sous des procès. Vous serez en faillite avant même la première déposition. Votre nom sera traîné dans la boue. Chaque futur employeur vous verra comme une faiseuse d'histoire, un risque. Il s'interrompit, laissant les mots flotter dans l'air. Vous serez inemployable, une paria. La menace était claire, terrifiante. Tout ce qu'il disait était vrai. Puis Price continua, adoucissant sa voix. Nous pouvons faire disparaître tout cela. Monsieur Sterling est un homme généreux. Il comprend qu'il s'agit d'un malentendu, le fruit de votre idéalisme de jeunesse. Il posa une grande enveloppe brune sur la table basse. À l'intérieur, un accord de rupture et un chèque de 250 000 €. Maya fixa l'enveloppe. 250 000. Plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu. Cela pouvait tout résoudre, régler les dettes médicales de sa famille, la sortir de ce studio minable, lui permettre de terminer ses études. C'était un billet de retour vers la vie qu'on lui avait volé. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était signer une feuille, un accord de confidentialité, une rétractation de sa déclaration, la promesse de disparaître. L'accord stipule simplement que vous avez mal lu le document, expliqua Price avec calme, que vous vous êtes trompé et que vous regrettez la confusion causée. Vous signez, vous prenez l'argent et vous n'en parlez plus jamais. Vous repartez de zéro, une page blanche. Elle leva les yeux de l'enveloppe vers les prunelles froides expectatives de Gavin Price. Elle pensa au visage défait de son père. Elle pensa à l'inclination respectueuse de M. Tanaka. Accepter cet argent serait une trahison envers les deux. Cela signifierait que Sterling avait raison,
que tout et tout le monde avait un prix. Cela voudrait dire que son intégrité, la seule chose qu'on ne pouvait lui voler, était à vendre. Lentement, délibérément, elle repoussa l'enveloppe de l'autre côté de la table. Non. Le sourire de Price disparut enfin. Le masque de civilité tomba révélant le prédateur. « Vous commettez une grave erreur, mademoiselle Rodriguez. 250 000 €, c'est la carotte. Je vous assure que vous ne voulez pas voir le bâton. Sortez de chez moi. » Il se leva, ajusta sa cravate. « Très bien. Nous n'avons plus rien à nous dire. » Il marcha vers la porte, posa la main sur la poignée, puis s'arrêta. « Un conseil, regardez où vous mettez les pieds. Paris est une ville dangereuse. Les accidents arrivent tous les jours. » La porte se referma, laissant Maya seule dans le silence. La menace flottait dans l'air comme un poison. Ce n'était plus seulement une question de travail ou de réputation. Sterling jouait sa survie. La peur revint plus froide, plus tranchante, mais mêlée désormais à autre chose, une colère ardente, juste. Elle devait riposter. Mais Price avait raison. Elle n'était qu'une serveuse. Pas d'argent, pas de pouvoir, pas de tribune. Sterling et son armée d'avocats l'écraseraient. Il lui fallait un allié, quelqu'un qui n'avait pas peur des hommes comme Dominique Sterling, quelqu'un dont la profession entière consistait à les abattre. Son esprit repassa les articles qu'elle avait lus sur Sterling au fil des ans. La plupart des articles qu'elle avait lus n'étaient que des panégyriques louant son génie, mais elle se souvenait d'un paru quelques années plus tôt, une enquête fouillée critique sur les premiers financements d'Origin Innovations, mettant en doute leurs promesses écologiques. Une voix solitaire de dissidence dans un chœur d'éloge. La signature, elle l'avait retenue, impressionnée par la ténacité du journaliste Robert Chen, reporter d'investigation pour Le Monde. C'était un pari hasardeux. Il devait recevoir chaque jour des centaines de pistes et de délires improbables. Pourquoi l'écouterait-il? Mais c'était sa seule chance. Les mains tremblantes, elle alluma son ordinateur, lança un moteur de recherche et se mit à fouiller. Elle devait le trouver. Elle devait le convaincre. Sa vie en dépendait peut-être. Trouver Robert Robichain ne fut pas difficile. Son adresse électronique professionnelle figurait sur le site de Le Monde. Le plus dur fut de rédiger un message qui ne ressemble pas aux divagations d'une folle. Elle passa 2 heures à écrire et réécrire un court mail concis. Objet information urgente concernant Dominique Sterling et Origin Innovations. Monsieur Chen, je m'appelle Maya Rodriguez. Je suis la raison pour laquelle l'accord Origin Tanaka a été interrompu. J'ai des informations directes sur des clauses frauduleuses dans le contrat. Dominique Sterling essaie de me réduire au silence. J'ai lu votre article de 2022 sur les rapports environnementaux douteux d'Origin, et je crois que vous êtes le seul à prendre cela au sérieux. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Maya Rodriguez. Elle appuya sur envoyer le cœur battant. Elle pensait devoir attendre des jours si réponse il y avait. Elle arriva en 17 minutes, robert.chenelemonde.fr. Sujet, réinformation urgente, concernant Dominique Sterling et Origin Innovations. Corps du message. Où et quand? Ils se retrouvèrent le lendemain matin, dans un café banal et bruyant du quartier de Belleville, loin des tours vitrées de la Défense. Robichain n'était rien de ce qu'elle avait imaginé. Il ressemblait moins à un journaliste pugnace qu'à un étudiant perpétuellement épuisé, mince les lunettes glissant sans cesse sur son nez, les cheveux noirs en bataille, comme s'il s'était arraché des mèches toute la nuit. Il buvait un grand café noir, comme une perfusion. « Mademoiselle Rodriguez, dit-il, sans s'embarrasser de politesse, vous avancez de grandes affirmations dans votre mail.
Racontez-moi tout depuis le début et n'omettez rien. » Son ton était sceptique, presque condescendant. Maya comprit qu'il la testait, attendant que son récit s'effondre. Elle inspira profondément et commença. Elle raconta chaque détail du dîner au ciel de Paris, l'atmosphère, le discours de Sterling, le libellé exact de la clause qu'elle avait lue, la réaction de M. Tanaka, l'explosion de violence de Sterling, son expulsion dans la ruelle. Puis elle parla de Gavin Price, de sa visite, de l'offre de 250 000 €, des menaces voilées. Tandis qu'elle parlait, elle scrutait le visage de Robbie. Il écoutait, mais son expression restait impassible. Il ne prit aucune note. Quand elle eut fini, il but une longue gorgée de café. « Très bien, dit-il. Donc, si je résume vous, une serveuse, vous trouvez par hasard, dans la salle d'un accord, à 500 millions, vous êtes par hasard parfaitement capable de lire du juridique japonais, et vous découvrez une clause empoisonnée que tout le monde a manquée. »« Oui, » répondit Maya, la voix ferme. « C'est exactement ce qui s'est passé. Et maintenant l'avocat principal de Sterling Gavin Price, et croyez-moi je sais qui il est venu personnellement m'offrir 250 000 pour acheter mon silence. Et moi qui gagne peut-être moins de 30 000 € par an, j'ai refusé. Pas par bonté d'âme, mais parce que c'était juste. Parce que mon père a été ruiné par un homme comme Sterling. » Robbie s'adossa, joignant les doigts en une arche. « C'est une belle histoire, une histoire hollywoodienne, mais ce n'est qu'une histoire. Vous n'avez pas de preuves, pas d'enregistrement de l'offre de Price, pas de copie du contrat, seulement votre parole, la parole d'une serveuse licenciée contre celle d'un milliardaire, adulé, et de toute son armée d'avocats. Je ne peux pas publier un article là-dessus. » La gorge de Maya se serra de désespoir. « Mais c'est vrai, chaque mot, la vérité ne suffit pas, » dit Robbie, la voix lourde de la lassitude d'un millier de fausses pistes. « Il vous faut des preuves solides, indéniables documentaires. Sans cela, je ne ferai qu'imprimer des mensonges, et Sterling posséderait ce journal avant même que l'encre ne sèche. » Il commença à rassembler ses affaires. « Je suis désolé, mademoiselle Rodriguez. Je crois que vous croyez ce que vous dites, mais je ne peux rien pour vous. » Il la congédiait. Après tout cela, il s'apprêtait simplement à partir. La panique saisit Maya. « Attendez, » lança-t-elle d'une voix aiguë. « Les kanji. Je me souviens des kanji. » Robbie s'immobilisa un pied hors de la banquette. Il la regarda, une lueur d'intérêt dans ses yeux fatigués. « De quoi parlez-vous? La clause d'indemnisation. » Elle était dense, mais un nom d'entreprise spécifique y figurait. Ce n'était pas Origène. Maya ferma les yeux, visualisant le document, les traits élégants et complexes des caractères que M. Nakamura lui avait appris à apprécier. C'était quelque chose comme Kagamusha. Kagamusha Holdings LLC. Elle griffonna les caractères sur une serviette. Kagamusha. Cela signifie « guerrier de l'ombre » en japonais, expliqua-t-elle. Un leurre, un double. Je m'étais dit que c'était un nom bien étrange pour une société écran. Robbie fixa la serviette, sortit son téléphone et tapa le nom dans un moteur de recherche. Son air cynique se fissura, remplacé par l'intensité concentrée d'un prédateur qui flaire une piste. « Kagamusha Holdings » il marmonna en faisant défiler l'écran. Enregistré au Delaware il y a 6 mois. Aucun dirigeant déclarait, juste un agent de domiciliation. Une société fantôme, une coquille vide. Il leva les yeux vers Maya, et pour la première fois, elle vit une lueur de croyance dans son regard. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Une serveuse lambda n'aurait pas inventé le nom d'une obscure société écran.
et sa traduction japonaise exacte. Ce n'est pas une preuve, dit Robbie, d'une voix plus basse, presque conspiratrice. Mais c'est un fil très intéressant. Si Sterling transférait la responsabilité du projet Helios, il devait bien la transférer quelque part. Si Kagemusha Holdings est ce quelque part, et qu'on peut relier ça à lui alors. Il se rassit son café oublié, sortit un petit carnet et un stylo de sa veste. « Bien, Maya, » dit-il, et l'usage de son prénom eut pour elle valeur de victoire. Reprenons depuis le début. Racontez-moi tout, à nouveau. Cette fois-ci, je prends des notes. Le clic du stylo retentit. Pendant 2 heures, le café s'effaça autour d'eux. Il ne restait plus qu'une serveuse licenciée et un journaliste désabusé reconstituant les premiers fragments d'une conspiration. Maya apportait la clé, la mémoire d'un seul mot. Robbie, forte de ses années d'expérience à traquer les malversations financières, savait quelle porte ce mot pouvait ouvrir. Il expliqua que le projet Helios était le vaisseau amiral de Sterling. La valeur en bourse d'Origène dépendait entièrement de sa réussite. S'il comportait une faille fondamentale et que Sterling en avait connaissance, il avait alors 500 millions de raisons de refiler la responsabilité à un investisseur naïf avant l'effondrement. Kagemusha Holdings était le véhicule créé pour y loger cette dette toxique. C'est plus qu'un contrat frauduleux, dit Robbie, une excitation sombre dans la voix. C'est une fraude boursière, une tromperie criminelle massive. Si on prouve ça, on peut réduire son empire en cendres. Il la fixa, sérieux. Mais je dois être clair. Si nous tirons ce fil Sterling, et ses hommes vont nous tomber dessus. Pas seulement avec des avocats, mais avec tout ce qu'ils ont. Ils fouilleront ta vie, ta famille, ton passé. Ils essaieront de te détruire, de te discréditer. Es-tu prête à ça? Maya pensa aux yeux glacés de Gavin Price et à sa menace à peine voilée. Ils étaient déjà à ses trousses. Son seul choix était de fuir ou de combattre. « Je suis prête, » dit-elle d'une voix sans trembler. « Quelle est notre première étape ?» Robbie sourit un vrai sourire, cette fois. « Notre premier pas, » répondit-il, en tapotant la serviette avec les caractères japonais, « c'est de découvrir ce que cache notre guerrier de l'ombre. » La chasse commença. La rédaction de Robbie au Monde devint leur salle de guerre, un espace encombré, saturé de café froid et de papier jauni, mais plus sûr que le petit appartement de Maya. Robbie mobilisa ses sources, plongeant dans le labyrinthe des immatriculations et des dépôts financiers. Maya, quant à elle, devint son arme secrète. Ses compétences linguistiques et sa mémoire quasi photographique des détails du contrat s'avérèrent précieuses. Leur première cible était Kagemusha Holdings LLC. Comme Robbie l'avait découvert, c'était une société écran enregistrée au Delaware, donc extrêmement difficile à tracer. C'est une boîte noire, expliqua-t-il, en pointant un schéma complexe dessiné au tableau. Le droit du Delaware permet l'anonymat quasi total, mais quelqu'un a dû remplir les formulaires. Quelqu'un a dû payer les frais. Il y a toujours une trace, même faible. Pendant des jours, il passa des coups de fil sollicitant d'anciens contacts, d'anciens juristes désabusés ou ex-régulateurs amers. La première piste les mena à une société de services à Wilmington, un cabinet qui servait uniquement d'agent de domiciliation pour des milliers de coquilles vides. Une impasse. La frustration monta. Maya sentait l'angoisse l'envahir. Et si tout cela n'aboutissait à rien? Et si Sterling était trop malin, ses traces trop bien effacées? Les menaces de Gavin Price résonnaient dans son esprit. Chaque fois qu'elle marchait dans la rue, elle se surprenait à regarder par-dessus son épaule. Un soir, alors qu'elle épluchait les rapports trimestriels d'Origène,
ces documents denses et soporifiques que Maya aidait à recouper. Elle remarqua une note de bas de page. Elle mentionnait des honoraires ponctuels de 2,25 millions de dollars versés à une entité appelée Argent Advisory Group pour des études géologiques et une évaluation des risques liés au projet Helios. « Robbie regarde ça, » dit-elle en désignant la ligne. « Argent Advisory, ce nom te dit quelque chose. » Les yeux de Robbie s'illuminèrent. Argent, comme Sterling Silver. Dominique est un négomane. C'est exactement le genre de nom pseudo-malin qu'il inventerait. Il se mit à taper furieusement sur son clavier. Argent Advisory Group enregistré au Nevada, le même état que le projet Helios. Voyons qui sont les responsables. Quelques clics plus tard, un nom apparut à l'écran. L'associé gérant unique de la société n'était autre que Gavin Price. Bingo murmura « Robbie ». Sterling utilise le cabinet de son propre avocat pour se verser des honoraires de conseil, à partir de sa propre entreprise. C'est une méthode classique pour siphonner de l'argent. Mais pourquoi? Quels risques évaluaient-ils vraiment? C'était leur premier lien concret, leur première preuve tangible reliant le cercle intime de Sterling à une transaction financière douteuse liée au projet. La fissure dans le barrage. Leur attention se déplaça alors des registres administratifs au projet Helios lui-même. Sur le papier, c'était une merveille, une immense centrale solaire dans le désert du Nevada, utilisant une technologie révolutionnaire de stockage à sel fondu, censée fournir de l'énergie 24 heures sur 24. Mais le premier article de Robbie avait déjà soulevé des questions sur son efficacité. Il devait désormais savoir ce qui se passait réellement sur le terrain. Robbie dénicha un ancien ingénieur licencié pour insubordination, un certain Frank Miller, amer et désabusé. Après une série de mails cryptés, Frank accepta un appel vidéo. Son visage pixelisé, sa voix brouillée. « Le projet est un désastre », crachota la voix déformée. La technologie de stockage n'a jamais fonctionné comme prévu. Le sel se cristallise à des températures plus basses qu'annoncées. Nous avons eu des fuites, une corrosion massive. Les coûts de maintenance sont astronomiques. C'est un gouffre financier, pas une centrale. Pouvez-vous le prouver? Demanda Robbie, le cœur battant. J'ai signé tellement de clauses de confidentialité que je ne peux pas éternuer sans être poursuivi, répondit Frank. Mais j'ai gardé pour moi quelques rapports internes, ceux d'avant, que le marketing ne les falsifie pour transformer le plomb en or, pour ma propre protection. Obtenir ces rapports était risqué. Frank, terrifié, était persuadé que les hommes de Sterling le surveillaient. Après de longues négociations, il accepta de laisser une clé USB dans une cache prédéfinie à Las Vegas. « Je ne peux pas y aller, » dit Robbie sombre. « Je suis trop repérable. Si Sterling a des privés sur mes traces, ils me suivront à Vegas et effrayeront Frank. On perdra notre seule source. » Il tourna les yeux vers Maya. Ils cherchent un journaliste, pas une serveuse. L'idée était terrifiante, mais Maya savait qu'il avait raison. Elle était anonyme. Elle pouvait prendre l'avion pour Vegas, louer une voiture et récupérer la clé sans attirer l'attention. 2 jours plus tard, elle roulait à travers la chaleur vibrante du désert du Nevada, au volant d'une Hyundai de location. Suivant les instructions cryptiques de Frank, elle trouva une station-service abandonnée au bord d'une route déserte. Sous un vieux pneu rouillé, elle découvrit une petite enveloppe, à l'intérieur la clé USB. De retour dans sa chambre de motel, bon marché, elle la brancha à son ordinateur, les mains tremblantes. C'était un véritable trésor, des dizaines de rapports internes de mails et de relevés techniques détaillant tous les échecs catastrophiques décrits par Frank. Il falsifiait
sciemment leurs rapports publics aux actionnaires et aux investisseurs. Le projet Helios n'était pas seulement en difficulté, c'était une fraude totale. Les 500 millions promis par Tanaka Corp n'étaient pas destinés à l'expansion, mais à combler des trous financiers béants et surtout à transférer la bombe à retardement des responsabilités avant qu'elle n'explose. Kagamusha Holdings était l'entité juridique créée pour absorber en secret toute cette dette toxique. Le plan consistait à faire assumer à Tanaka ses responsabilités dissimulées dans les petites lignes, en lui faisant croire qu'il traitait directement avec Origène. Maya encrypta immédiatement les fichiers et les envoya à Robbie. La réponse arriva presque aussitôt. « On le tient. Nous avons le mobile, le procédé et la preuve. Sterling est fini. » Une vague de soulagement la submergea si intense qu'elle en eut presque les genoux qui flanchèrent. Ils avaient réussi. Mais ce répit fut de courte durée. Alors qu'elle faisait sa valise pour repartir à l'aéroport, un coup sec retentit à la porte de sa chambre de motel. Elle se figea. Il était tard. Elle n'attendait personne. Service de chambre appela une voix masculine. Il était presque 23 heures. À cette heure-ci, aucun service d'étage ne se présenterait. Elle se glissa jusqu'à l'œilleton et jeta un coup d'œil. Son sang se glaça. Dans le couloir ne se trouvait pas un employé du motel, mais un homme massif, impassible, en costume sombre. Et derrière lui, elle distinguait la silhouette d'un second homme. Il n'était pas là pour faire le ménage. Il savait qu'elle était là. Il l'avait suivie. La panique glaciale et totale saisit Maya. La porte fragile et sa serrure bon marché lui semblèrent du papier face aux hommes qui attendaient dehors. On frappa de nouveau plus fort, cette fois. « Mademoiselle Rodriguez, nous savons que vous êtes là. Ouvrez la porte, nous voulons juste parler. » La voix était calme, raisonnable, ce qui la rendait plus terrifiante encore. Ce n'était pas une attaque au hasard, c'était ciblé. Les hommes de Sterling, le bâton que Gavin Price avait promis. Son esprit tourbillonne à la fenêtre. Elle donnait sur l'arrière du motel un terrain poussiéreux, rempli de poubelles. Un seul étage, une chute de 2 ou 3 mètres. Elle attrapa son sac d'ordinateur, la clé USB originale, était encore dedans, et son sac à main, et déverrouilla silencieusement la fenêtre. Elle glissa avec un grincement. Mademoiselle Rodriguez ne compliquait pas les choses. Appela la voix, suivie du bruit d'une carte magnétique insérée dans la serrure. Ils ont dû l'obtenir à la réception. Elle n'hésita pas. Elle lança ses sacs dehors, puis passa par l'ouverture, tombant lourdement sur la terre, dure en se râpant les mains et les genoux. Le déclic de la serrure retentit derrière elle. Elle ne se retourna pas. Elle traversa en courant le terrain, sombre, franchi, une barrière grillagée, et s'enfuit. Elle courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent, n'ayant qu'une direction s'éloigner du motel vers la lueur lointaine du strip de Las Vegas. Elle trouva un casino, ouvert, 24h24, se réfugia dans les toilettes, des dames bondées, et s'enferma dans une cabine, essayant de calmer sa respiration haletante. Elle tremblait de tout son corps. Il l'avait trouvée. Comment? Le téléphone jetable, un traceur sur la voiture de location. Peu importait. Le message était clair, il n'y avait nulle part où se cacher. Elle acheta au comptant un nouveau téléphone jetable dans la boutique du casino et appela Robbie. « Ils m'ont trouvé, Robbie », chuchota-t-elle la voix tremblante. Ils étaient au motel, 2 d'entre eux de lui. Un chapelet de jurons résonna à l'autre bout. « Maya, tu vas bien? Où es-tu? Je suis en sécurité pour l'instant. J'ai la clé USB, mais ils savent qu'on a les preuves. Alors, il faut bouger maintenant, » dit Robbie, d'une voix tendue, « avant qu'ils n'enterrent tout ou nous.
Sterling tient une conférence de presse demain matin à la tour Origène. Il va annoncer un nouvel accord, restructuré avec un autre groupe d'investisseurs pour créer une surenchère et faire pression sur Tanaka. Il essaie de contrôler le récit. Nous allons le détourner. De quoi tu parles? Je publie l'article ce soir en ligne. Tout. La société écran, les rapports falsifiés, le témoignage de Frank. Ça sera en ligne à 5 heures du matin, heure de l'Est. Quand Sterling montera sur l'estrade, le monde saura qu'il est un escroc. Et toi et moi, on sera là. Y aller, tu es fou. Ces hommes me traquent. C'est l'endroit le plus sûr pour toi, répliqua Robbie. En public dans une salle pleine de caméras et de journalistes, ils ne peuvent de rien te faire là. On ne va pas juste l'exposer par un article, on va le confronter en face. Le plan était audacieux, insensé, terrifiant. Mais c'était leur seule carte. Sterling les avait acculés. La seule sortie était de foncer droit devant. Maya passa la nuit dans un bus pour Los Angeles, puis prit le premier vol de nuit pour JFK, payant son billet, en espèces, sous un autre nom. Elle atterrit alors que le soleil se levait sur le Queens, épuisée et portée par l'adrénaline. Elle retrouva Robbie devant l'immeuble du journal. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine, mais ses yeux brûlaient d'une lueur farouche. « C'est en ligne », dit-il, en lui montrant son téléphone. Le titre était sans détour, Origène. Notre enquête révèle que l'empire vert du milliardaire Dominique Sterling est un château de cartes de 500 millions. L'article explosait sur Internet. Le temps qu'ils prennent un taxi pour Midtown, c'était déjà le sujet numéro 1 sur Twitter. Ils entrèrent dans le hall étincelant et monumental de la tour Origène. Ils grouillaient de reporters et d'équipes de tournage, tous bruissants autour de la bombe médiatique. Personne ne prêta attention aux journalistes fatigués et à la jeune femme en robe simple et passe-partout. Ils étaient invisibles dans le chaos qu'ils avaient créé. La conférence de presse se tenait dans un vaste auditorium. Ils trouvèrent 2 places au fond, tandis que la salle se remplissait. Le cœur de Maya battait comme un marteau-pilon. Puis elle les vit. Près de la scène se tenait Gavin Price, le visage sombre, et flanquant les issues les 2 hommes du motel du Nevada. Ils balayaient la foule du regard leurs yeux, tels des projecteurs. Quelques minutes plus tard, un murmure parcourut la salle. De l'autre côté de l'auditorium, une petite délégation discrète fut conduite vers une rangée réservée. C'était M. Kenji Tanaka et ses 2 associés. Ils avaient repris l'avion pour Paris. Robbie avait dû les prévenir. Le visage de Tanaka restait impénétrable, mais sa simple présence était une déclaration, il était venu assister aux retombées. Les lumières s'éteignirent. Un silence se fit. Puis Dominique Sterling entra sur scène. Impeccable dans un costume sombre sur mesure, son célèbre sourire accroché aux lèvres. Mais Maya voyait la tension de sa mâchoire, la fine sueur sur son front. C'était un acteur, et c'était le rôle de sa vie. Il tapota le micro. « Bonjour. Je sais qu'il circule ce matin beaucoup de rumeurs, non fondées, inspirées par une fiction journalistique. Mais je suis ici pour parler d'avenir. » Il se lança dans son discours, une démonstration de diversion et de langue de bois. Jamais il ne mentionna l'article du Chronicle par son nom, mais il balaya ses sources anonymes et ses données mal interprétées. Il parla de vision d'innovation de changer le monde. Il tentait de braquer les projecteurs avec son charisme immense pour faire passer la vérité pour un mensonge. Déjà les reporters hurlaient des questions, mais il les ignorait. « Et je suis heureux d'annoncer, reprit-il, en haussant la voix, que nous avons sécurisé un nouveau tour de financement principal. » C'est alors que Robbie se leva. « Monsieur Sterling » cria-t-il d'une voix qui coupa l'air de la salle.
Robert Chen, Le Monde. Est-il vrai que le projet Helios a subi plus d'une douzaine de ruptures de confinement dues à la cristallisation du sel, un fait que vous avez délibérément omis dans vos déclarations à la brigade financière de Paris? La salle explosa. Le sourire de Sterling se crispa. Nous ne répondons pas aux accusations infondées de journaux en faillite, alors peut-être répondrez-vous à une source directe, lança Robbie. Il regarda Maya et hocha la tête. C'était le moment. Ses jambes lui semblaient de plomb, mais elle se força à se lever. Toutes les caméras pivotèrent vers elle. Les hommes aux issues se raidirent, mais ils ne pouvaient agir devant des centaines de témoins. Sterling la fixa. Une fraction de seconde, son masque se fendit. Ses yeux s'écarquillèrent, de fureur et d'incrédulité. Il n'imaginait pas qu'elle oserait se présenter ici. « Monsieur Sterling », dit Maya, sa voix tremblante, mais claire. Pas besoin de micro. Le silence était total. « Je m'appelle Maya Rodriguez. Nous nous sommes rencontrés au Gilded Compass. Vous avez tenté de faire renvoyer mon patron. » Elle laissa flotter ces mots, puis tourna son regard vers Monsieur Tanaka. Elle inclina la tête respectueusement, puis parla en japonais, d'une voix fluide et puissante. « Monsieur Tanaka, cet homme ne vous a pas seulement menti. Il a tenté de me corrompre et il a menacé ma vie. » Elle leva une petite clé USB copie de celle récupérée au Nevada. Voici la preuve. Ses propres rapports internes montrant que le projet Helios est un échec. Un souffle parcourut la délégation japonaise. Monsieur Tanaka se leva lentement, ses yeux fixés sur Sterling. Les flashs crépitèrent, immortalisant ce jugement silencieux et dévastateur. Dominique Sterling resta figé sur scène, le projecteur braqué sur lui. Son sourire avait disparu, remplacé par l'expression livide et hébétée d'un homme qui venait de voir son univers s'effondrer en direct à la télévision. Le roi était nu, son empire révélé, comme une fraude non pas par une société rivale ou une agence gouvernementale, mais par une serveuse qu'il avait jugée invisible. Le piège s'était refermé, et c'était lui qui s'y trouvait pris. La conférence de presse tourna au chaos. Les journalistes se ruèrent vers la scène, lançant des questions au Sterling médusé. Des agents fédéraux de la brigade financière de Paris et du AMF, manifestement alertés par l'article de Robbie, entrèrent dans l'auditorium. Ils se dirigèrent vers la scène, avec calme et efficacité. La confrontation fut brève, discrète. Ils montrèrent un mandat, et le milliardaire visionnaire, l'homme des couvertures de magazines, fut escorté sans ménagement vers une sortie latérale. Son visage n'était plus qu'un masque blême de ruine. Les caméras captèrent tout. Gavin Price fut intercepté et arrêté près d'une issue, son sang-froid se brisant enfin, tandis qu'on lui lisait ses droits. Dans la tempête qui s'ensuivit, Maya et Robbie glissèrent par une sortie arrière. L'air frais de la ville leur sembla incroyablement pur. L'adrénaline qui avait porté Maya pendant des jours se dissipa, laissant place à une fatigue profonde jusqu'aux os. C'était fini. Les semaines suivantes furent un tourbillon. La chute d'Origin Innovations fut rapide et spectaculaire. Son cours s'effondra à zéro avant d'être radié. Les révélations des Helios Papers, comme la presse surnomma le contenu de la clé USB, déclenchèrent de multiples enquêtes. Les plaintes de petits actionnaires trompés depuis des années s'empilèrent. Dominique Sterling inculpé pour fraude boursière, fraude électronique, et conspiration fut libéré sous une caution historique. Ses avoirs furent gelés, son empire démantelé. Maya devint malgré elle une célébrité. Son visage était partout. Les médias se disputaient ses interviews,
lui offrant des sommes exorbitantes. Elle les refusa toutes. Elle ne se considérait ni comme une héroïne, ni comme une lanceuse d'alerte, mais simplement comme quelqu'un qui avait fait ce qui était juste, hanté par le souvenir de la ruine de son père. Elle donna son témoignage officiel au AMF, remit la clé USB originale et expliqua en détail tout ce dont elle se souvenait. Sa maîtrise du japonais et sa mémoire précise du contrat frauduleux firent d'elle le témoin vedette de l'accusation. Un mois après la conférence de presse, elle reçut une lettre officielle sur un papier ivoire, gaufré du sceau de la Tanaka Corporation. C'était une invitation personnelle de M. Kenji Tanaka à prendre le thé à son hôtel. Elle s'y rendit nerveuse et incertaine. Elle le trouva non pas dans une salle de réunion austère, mais dans une suite tranquille, donnant sur Tour Eiffel. Il la salua d'une profonde révérence. « Mademoiselle Rodriguez, dit-il en japonais, je vous renouvelle toute ma gratitude. Votre courage a sauvé mon entreprise d'une erreur catastrophique. Mais au-delà, votre intégrité a été une lumière dans une pièce très sombre. » Ils parlèrent plus d'1 heure. Il ne l'interrogea pas sur l'enquête, mais sur elle, ses études à Kyoto, sa famille, ses rêves de devenir interprète. Une personne de votre caractère et de vos compétences ne devrait pas verser de l'eau pour des hommes comme Dominique Sterling, dit-il enfin. Puis il fit glisser une carte de visite vers elle. La Tanaka Corporation étend ses activités aux États-Unis. Nous avons besoin d'un intermédiaire, d'une consultante qui comprenne à la fois la culture et la langue, américaines et japonaises, en profondeur. Quelqu'un en qui nous puissions avoir une confiance absolue. Le poste est à vous si vous l'acceptez. Il annonça un salaire qui fit tourner la tête de Maya, mais ce furent ses dernières paroles qui touchèrent son cœur. Votre rôle sera de garantir la clarté et l'honnêteté dans toutes nos relations interculturelles, de faire en sorte qu'une promesse ne puisse plus jamais être transformée en mensonge. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous assurer que nous savons toujours exactement ce qui est écrit. Les larmes lui montèrent aux yeux. C'était bien plus qu'une offre d'emploi, c'était une restauration. La vie qu'elle aurait dû avoir, la carrière dont elle avait rêvé, lui était rendue non par hasard, mais grâce à son propre courage. Elle accepta. Le procès de Dominique Sterling fut un spectacle médiatique, mais il ne prit jamais la parole. Face à la montagne de preuves contre lui, y compris les témoignages d'une douzaine d'anciens employés, enhardi par le scandale, il accepta un accord, 15 ans de prison fédérale. Roby Chen remporta le prix Pulitzer pour son enquête la plus haute distinction journalistique. Son article devint une étude de référence en matière de responsabilité des entreprises. Maya Rodriguez ne servit plus jamais de repas hors de prix. Elle emménagea dans un appartement lumineux avec vue sur la ville, permit enfin à ses parents d'atteindre une sécurité financière et se réinscrivit à l'université pour terminer son master, entièrement financé par son nouvel employeur. Son travail pour la Tanaka Corporation l'amena aux 4 coins du monde, des conseils d'administration de Tokyo au bureau de Londres. Elle devint connue pour son intellect aiguisé, sa grâce linguistique et son intégrité inébranlable. Elle n'était plus le fantôme de Kyoto, ni une serveuse invisible. Elle était un pont entre les mondes, une gardienne de la vérité. Parfois, tard le soir, dans une chambre d'hôtel lointaine, elle repensait à ce moment, au Gilded Compass, le pichet d'eau à la main, le cœur battant, à tout rompre. Elle avait dû choisir entre se taire et rester en sécurité, ou parler et tout risquer. En choisissant de parler, elle n'avait pas seulement dénoncé un criminel, elle avait retrouvé sa propre voix, et ce faisant,
réécrit tout son avenir. Et elle savait, avec une certitude ancrée au plus profond de son âme, qu'elle referait le même choix, encore et toujours. Ainsi, un mensonge d'un demi-milliard de dollars fut brisé par l'intégrité d'une jeune femme. L'histoire de Maya Rodriguez nous rappelle puissamment que nul besoin d'être PDG ou politicien pour changer le monde. Parfois, il suffit d'avoir le courage de dire la vérité, même quand la voix tremble. Elle montre que le véritable pouvoir ne réside pas dans la richesse ou le statut, mais dans le caractère. Dans un monde rempli de Dominique Sterling qui comptant sur notre peur ou notre distraction pour nous empêcher de regarder de plus près, les actes de Maya nous défient tous prêter attention, faire confiance à notre instinct et ne jamais sous-estimer l'impact qu'une seule voix courageuse peut avoir. Et vous, qu'avez-vous pensé de l'histoire incroyable de Maya? Croyez-vous que vous auriez eu le courage de faire ce qu'elle a fait? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire de justice et de bravoure vous a inspiré, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits vrais qui vous couperont le souffle. Merci de votre écoute.